Pays n'a rien d'imaginaire, il existe bel et bien. Vous écoutez La Voix des bijoux, le podcast de l'École des Arts Joyers avec le soutien de Van Cleef & Arpels. On vous dévoile les fascinantes histoires et les savoirs secrets des bijoux à travers le monde. Il y a des millions d'années, une météorite faite de vibranium, la matière la plus puissante de l'univers, s'écrasa sur le continent africain. Elle affecta toute la flore alentour. Plus tard, quand l'homme est arrivé, 5 tribus se sont installées dans cette région et l'ont appelée Wakanda. Le Wakanda est en effet l'héritier d'un autre royaume très ancien, l'Empire du Mali. Et le fascinant métal qui en était extrait n'était autre que l'or. L'or dont on faisait des bijoux et des objets sacrés jusqu'en Europe. Cet or à partir duquel on a façonné le pectoral de Rao, un bijou venu de l'au-delà. Nous sommes en 1941, dans la région de Rao, Sénégal. Jean Jouard est professeur d'histoire au lycée de Saint-Louis. Passionné d'archéologie, il sillonne la région peuplée de bosses, de dunes et de poussières. Il a lu quelque part que ces grands tas de sable qu'il voit s'étaler autour de lui à perte de vue seraient des tombes princières. Il en a fouillé quelques-uns, sans succès. Mais depuis quelque temps, le tumulus P de Raounguiguela attire son attention. C'est un des plus élevés, un des plus imposants, et Jean Jouard a l'intuition que c'est le bon. Imaginez que nous n'ayons jamais entendu parler des œufs Fabergé en Russie ou des céramiques maison américains. Inesita Gay-Ekel, historienne du bijou et professeure à l'École des Arts Joyers. Or, il se trouve que le Sénégal peut se targuer d'une pratique artistique tout aussi impressionnante, mais qui est restée largement méconnue au-delà de ses frontières. Depuis des siècles, les orfèvres sénégalais fabriquent certains de ces bijoux en or les plus complexes au monde. Il s'agit d'une tradition à l'histoire tout à fait fascinante. Elle remonte au XIIe siècle au minimum et a été découverte presque par hasard seulement au milieu du siècle précédent. Jean Jouard a réuni une équipe, organisé ses gens. Tout le monde est au travail. Au bout de 2 semaines de travaux, ce sont les premières révélations. Des squelettes abîmés, couchés sur le dos, le visage tourné vers l'ouest. Puis, des objets, des perles, avec un taux d'argent très élevé dans l'alliage, signe d'une grande richesse. Jouard est exalté. En fait, ce sont des perles qui sont à première apparence filigranées. Paul Paradis, historien de l'art et professeur à l'École des Arts Joyers. Mais en fait, c'est une technique qui imite le filigrane. Et puis, ce sont des formes qui sont très anciennes. Cette forme de boule ou bien de 2 cônes, les uns contre les autres, ça fait penser vraiment à des formes ancestrales qu'on trouve dans l'Atlas et dans d'autres régions. Par un matin de mai, juste avant le lever, le professeur aperçoit quelque chose dans le sable. Par terre, sous une fine couche de poussière, un grand disque jaune brille comme un soleil étincelant. On dirait un rêve. Le professeur sort délicatement l'objet du sable. 18 cm de diamètre, de l'or pur, filigrané. Le décor est fait de granulations, de perles en or et de 6 grosses boules creuses. Le tout forme un pendentif, un objet princier, le pectoral de Rao, une œuvre spectaculaire retrouvée dans un lieu totalement désert.
Les sites de Rao Nguigwela et Massar présentent du mobilier très rare comme l'or que seule la classe dirigeante pouvait s'offrir. Ces tumulus funéraires exceptionnels sont les témoins d'un début d'étatisation de la région de Wallo. Si la découverte de Jean Jouard est prodigieuse, quelques questions subsistent néanmoins. D'où vient cet or ? Quelle société possédait un tel degré de sophistication ? Pourquoi avoir enterré ce somptueux bijou ? En plein conflit mondial, Jean Jouard ne dispose pas de meilleures sources que les griots. Ces poètes, ces bardes et musiciens sont la mémoire vivante du pays. Depuis des siècles, il compte et colporte de village en village les hauts faits des héros fondateurs des empires disparus. Jean Jouard se rend chez l'un des plus fameux. Il lui parla surtout du commerce de l'or dans la région. La richesse de cette région, ça peut être vraiment relié à l'arrivée des marchands berbères au 8e siècle et la création des comptoirs de commerce dans l'or. Le Moyen-Âge, c'était une époque de beaucoup de commerce et d'échanges dans l'or. Les 3/4 de l'or en circulation en Europe étaient extraits de cette région de l'Afrique de l'Ouest. Et l'or a irrigué le pays, le monde musulman, aussi l'Europe chrétienne. Dans sa petite masure, le griot contait son histoire en jouant du djellingoni, un luth traditionnel à 4 cordes. Et c'est en musique qu'il conta à Jean Jouard la légende soninquée du serpent Bida, dont la tête et la queue qui assuraient la fertilité furent tranchées et retombèrent au bambouk, où elles engendrèrent une richesse merveilleuse, les sables aurifères. De fait, le bambouk a toujours été considéré comme le Pérou de l'Afrique. La quasi-totalité de son étendue est couverte de hautes montagnes qui abondent en mines d'or très malléables. On les creuse en pente douce et on y pratique des marches pour y descendre. L'or rejoignait alors les côtes orientales où le métal jaune sous forme de bijoux était accumulé par les aristocraties locales, dans la haute vallée du Sénégal. Exactement là où avait été retrouvé le pectoral en or, sans doute dans la tombe du prince. À ce jour, le mystère reste opaque. Ce commerce de l'or de l'Afrique de l'Ouest remonte à l'Antiquité. Cependant, ce n'est qu'au 8e siècle, avec l'arrivée des califats islamiques nord-africains et bien sûr les chameaux, que le boom a vraiment commencé vers l'Ouest Afrique jusqu'aux cultures méditerranéennes. C'est en 1955 que Jean Jouard publia sa découverte et remit les conclusions de ses fouilles dans le tumulus P de Rao Nguigwela. Un prince était mort et avait été enterré avec sa suite pour le servir dans l'autre vie. Son corps avait été recouvert de terre pour des siècles et des siècles. Selon toute vraisemblance, le pectoral avait servi de viatique pour son voyage vers l'au-delà. Paré de ses joyaux d'or, le prince rayonnait pour l'éternité. La mise à jour du pectoral, 6 siècles plus tard, stupéfia le monde occidental. Et ce n'était que le début de la redécouverte de tout un pan de l'histoire de l'art africain et de son orfèvrerie. Dans les années 60, Marianne Ashby Johnson, jeune historienne américaine en voyage dans la région, s'émut de la richesse de l'orfèvrerie sénégalaise et entreprit alors une collection. En 2019, plus de 200 pièces de sa collection furent présentées à la Smithsonian Institution. En fait, elle a identifié 4 influences sur ce style d'or dans le Sénégal. Mais avant tout, elle souligne le fait que c'est le style soudanais qui va vraiment primer. Parce que ces grands royaumes, Ghana, Mali, Sogué et Takrur, étaient tous très proches les uns les autres. Donc il y avait beaucoup de commerce et d'échanges. Quant au précieux pectoral de Rao, il est exposé à Dakar depuis les années 60, où il constitue l'un des fleurons de la collection nationale sénégalaise. Exposé temporairement au Met en 2020,
il a suscité la stupéfaction générale auprès des visiteurs venus du monde entier. Aujourd'hui, il inspire encore la production actuelle, tout en gardant une partie de ses mystères. La Voix des bijoux est un podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels. Avec la participation de Inesita Gaekel, historienne du bijou et professeure à l'École des Arts Joailliers, et Paul Paradis, historien de l'art et professeur à l'École des Arts Joailliers. Écrit par Martin Kénéan et Aram Kebabdjian, interprété par Pierre-François Garel et produit par Bababam.